Ce film explore l'une des rivalités les plus silencieuses, mais les plus décisives de toute l'histoire humaine. Deux visions du pouvoir, opposées en apparence, mais qui gouvernent nos vies depuis plus de 2000 ans. D'un côté, un homme sans richesse, sans fonction, sans armée, mais dont la parole a transformé l'esprit humain, Socrate. De l'autre, un observateur lucide des jeux de cour, des trahisons, des faiblesses humaines, dont l'œuvre a guidé empereurs, diplomates et stratèges pendant 5 siècles, Machiavel. Ce que vous entendrez ici ne raconte pas seulement leurs idées. Ce documentaire révèle ce que leurs visions font de nos institutions, de nos ambitions, de nos relations, souvent sans que nous en ayons conscience. Vous allez découvrir pourquoi la sagesse peut mener à la défaite, comment l'intelligence stratégique peut devenir une forme de dépendance, pourquoi les peuples admirent l'intégrité, mais suivent la force, et comment, dans nos décisions les plus intimes, Socrate et Machiavel continuent à se battre à l'intérieur de nous. Ce n'est pas une histoire ancienne. C'est une description de notre monde réel, de nos entreprises, de nos familles, de nos amitiés, de nos amours, de nos dirigeants, de nous-mêmes. Bienvenue dans Socrate contre Machiavel, la rivalité qui dévoile la vérité du pouvoir. Avant d'examiner les deux adversaires, il faut comprendre ce qu'ils ont vu. Le pouvoir n'est pas un objet, c'est une relation. Il n'est jamais simple, jamais stable, jamais totalement visible. Le pouvoir commence dans quelque chose de beaucoup plus fragile que la force, la perception. La manière dont on se voit, dont on voit les autres, et dont les autres nous voient. Socrate voit dans cette perception un terrain d'éducation, une occasion de transformation intérieure. Il croit qu'un homme peut apprendre à penser, à s'interroger, à reconnaître ses illusions, et qu'en se transformant, il devient libre, donc capable de guider. Machiavel, lui, observe que cette perception est manipulable, qu'elle obéit aux peurs, aux désirs, aux intérêts, aux mythes. Il voit que l'homme change d'opinion selon l'avantage du moment, qu'il oublie facilement, qu'il se rassure par l'apparence. C'est ici que la rivalité naît. L'un pense que le pouvoir est un chemin intérieur, l'autre qu'il est un art extérieur. Socrate fait confiance à l'esprit. Machiavel fait confiance à l'expérience. Cette divergence ne restera pas dans les livres. Elle se répétera dans chaque siècle, dans chaque empire, dans chaque école, dans chaque foyer. Nous allons voir comment elle s'est incarnée dans ces deux vies. Athènes, au 5e siècle avant notre ère. La ville qui avait rêvé d'être l'école de la Grèce se découvre vulnérable. La guerre du Péloponnèse a fissuré sa confiance. C'est alors qu'un homme étrange se met à marcher dans les rues, pieds nus, sans argent, sans fonction, sans temple ni disciples officiels. Il ne propose pas de solution politique. Il ne proclame pas de loi. Il ne commande rien. Il pose des questions. Chaque réponse qu'on lui donne se retourne contre celui qui l'a donnée. Ce processus n'a rien d'humiliant pour lui, c'est une opération d'éveil. Socrate ne cherche pas à avoir raison. Il cherche à révéler ce que chacun ignore sur lui-même. Pour Socrate, le premier territoire à gouverner n'est pas la cité, ni l'autre, mais soi-même. Celui qui ne se connaît pas est gouverné par ses désirs, par l'orgueil, par l'ignorance qu'il refuse de reconnaître. C'est cette idée qui fait de Socrate un révolutionnaire silencieux. Il enseigne que l'autorité n'est pas un titre, mais une cohérence. Et c'est parce qu'il incarne cette cohérence qu'il influence les esprits. Platon, Xénophon, Alcibiade, et toute une génération de jeunes ambitieux. Pourtant, ce choix a un prix. Socrate apprend que plus un homme incarne la vertu, plus il devient irritant pour les structures établies. La vérité n'est jamais confortable pour celui qui en profite. C'est dans ce choc que la rivalité avec Machiavel va prendre forme. Nous changeons de siècle. Nous changeons de monde. Florence, Italie. Trahison, manipulation, renversement.
Les alliances se font et se défont plus vite que les promesses qu'elles contiennent. Machiavel ne cherche pas la pureté, il cherche la lucidité. Il observe ce que les hommes font réellement, et non ce qu'ils disent vouloir faire. Il découvre qu'un dirigeant idéaliste est écrasé, qu'un dirigeant naïf se transforme en victime, que la morale proclamée sert souvent de masque. Machiavel écrit qu'en politique, ce qui compte n'est pas la vérité, mais la manière dont elle est perçue. Non pas l'intention, mais l'efficacité. Non pas la justice, mais l'équilibre du pouvoir. Il conclut que si un souverain veut survivre, il doit comprendre les hommes tels qu'ils sont et agir en conséquence. Cela ne fait pas de Machiavel un cynique gratuit. Cela fait de lui un anatomiste du pouvoir. Celui qui montre comment on gagne, comment on perd, et pourquoi les peuples admirent parfois ce qu'ils devraient craindre. Ici, Socrate et Machiavel se rejoignent enfin. Ils veulent tous deux éclairer l'homme. Mais l'un le fait pour le transformer, et l'autre pour le maîtriser. C'est dans cet affrontement indirect que se joue notre avenir. Socrate n'a jamais cherché à renverser Athènes. Il n'a jamais prêché la révolte, ni organisé une faction. Pourtant, il devient dangereux. Pourquoi? Parce que rien n'effraie plus les institutions que celui qui pense par lui-même, et qui apprend aux autres à faire de même. Le procès de Socrate n'est pas un simple épisode judiciaire. C'est le moment où une cité comprend que la liberté de conscience peut fissurer le pouvoir établi. Socrate aurait pu fuir. Ses amis le lui proposent. On lui offre les moyens de se sauver, mais il refuse. Il refuse de trahir la cohérence qu'il a enseignée pendant toute sa vie. Sa mort ne ressemble pas à une défaite. Elle ressemble à un acte d'achèvement. Il prouve que l'intégrité, ici, vaut plus que la survie. Ce choix révèle une vérité dérangeante. La vertu absolue peut être une faiblesse dans un monde gouverné par la peur. Socrate meurt pour la vérité intérieure. Mais après lui, la cité reste, les factions continuent, la politique reprend son cours. Sa mort pose une question silencieuse. Peut-on espérer transformer une cité par la vertu seule? Ou faut-il d'autres armes pour résister à la nature humaine? Machiavel apportera sa réponse. Machiavel ne meurt pas pour ses idées. Il vit avec elles. Il observe les princes, les légions, les diplomates. Ce qu'il voit est brutal, répétitif, sans illusion. Les hommes sont attirés par ce qui les avantage. Ils oublient facilement ce qui leur a été donné. Et leur loyauté change au rythme de leurs intérêts. Alors Machiavel montre comment stabiliser une cité malgré ses instabilités. Comment éviter le chaos, le renversement, la trahison. Comment gouverner des êtres impulsifs avec des stratégies réfléchies. Il ne propose pas la sagesse intérieure. Il propose l'architecture extérieure. Comment paraître juste même lorsque l'on agit par nécessité? Comment inspirer la crainte sans nourrir la haine? Comment équilibrer les faiblesses humaines avec la stabilité politique? Machiavel n'oppose pas la morale à l'efficacité. Il dit simplement ceci. Une morale qui ne protège pas un peuple n'est qu'une idée. De là naît une tension redoutable. Socrate sauve l'âme. Mais Machiavel sauve la cité. Qui faut-il suivre? Les démocraties occidentales parlent le langage de Socrate. Éducation, raison, dialogue, justice. Mais elles fonctionnent souvent selon Machiavel. Opinion publique, communication stratégique, persuasion. Les discours valorisent la vertu. Les pratiques récompensent l'efficacité. Dans les entreprises, les dirigeants racontent qu'ils veulent inspirer. Mais ils apprennent surtout à influencer. On parle de bienveillance, mais on exige de la performance. On enseigne la morale, mais on sélectionne la rentabilité. Dans les couples, on voudrait être authentique. Mais on apprend à se taire sur certaines choses pour conserver l'harmonie.
Dans l'éducation, on parle de liberté. Mais on structure, on contrôle, on évalue. Socrate est dans nos valeurs affichées. Machiavel est dans nos décisions. Cette rivalité est devenue la fondation invisible de nos institutions. C'est elle qui fait que nous exigeons la vertu chez nos dirigeants, mais que nous pardonnons leur stratégie si elle fonctionne. Nous admirons Socrate, mais nous pratiquons Machiavel. Dans toute organisation humaine, il y a un phénomène récurrent. Les leaders les plus compétents ne sont pas toujours les plus sages. Et les esprits les plus sages ne sont pas toujours capables de diriger. Le dirigeant socratique inspire, mais peut se faire dévorer. Le dirigeant machiavélien contrôle, mais peut perdre son âme. Les entreprises forment aujourd'hui des managers avec un double langage. On leur parle d'intelligence émotionnelle, mais on leur enseigne à gérer l'image. On leur parle de confiance, mais on les forme à orienter les perceptions. Ils sont pris entre Socrate et Machiavel, souvent sans le savoir. C'est ici que se révèle la profondeur de la rivalité. Elle n'est pas extérieure, elle est intérieure à chacun d'entre nous. Lorsque nous devons choisir, dire la vérité ou dire ce qui fonctionne, agir selon nos valeurs ou selon notre intérêt, nous entrons nous-mêmes dans ce duel. Ce conflit ne se joue pas seulement dans les palais et les entreprises. Il se joue dans les relations humaines les plus simples. Dans l'amour, nous voulons être sincères. Mais nous apprenons à ménager l'autre, parfois à taire certaines pensées. Dans l'amitié, nous cherchons la transparence. Mais nous apprenons à éviter ce qui blesse, à calculer ce que nous révélons. Dans la famille, nous souhaitons la confiance. Mais nous apprenons à dissimuler certaines inquiétudes. Socrate vit dans nos aspirations à la pureté. Machiavel vit dans nos stratégies de préservation. Chaque humain vit un peu de Socrate et un peu de Machiavel. Dans cette rivalité, aucun ne triomphe totalement. Socrate nous montre que sans vérité intérieure, le pouvoir corrompt, se vide, se perd. Machiavel nous montre que sans compréhension réaliste de l'homme, la vertu se brise, s'effondre, disparaît. La question n'est pas de choisir l'un contre l'autre, mais de voir que le pouvoir ne peut pas être juste sans lucidité, et que la lucidité ne peut pas être humaine sans conscience. Socrate rappelle ce que nous devons devenir. Machiavel révèle ce que nous devons comprendre. Leur rivalité continue en nous, dans nos institutions, dans nos relations, dans nos décisions. Elle est l'une des tensions les plus profondes de l'histoire humaine. Et elle façonne encore la manière dont nous dirigeons, aimons, décidons et jugeons. Cette histoire ne parle pas du passé. Elle parle de la condition humaine. Nous cherchons tous la vérité intérieure. Mais nous cherchons aussi la sécurité, l'influence, l'efficacité. Socrate mourut pour ses valeurs. Machiavel vécut en observant les conséquences de celles des autres. Et nous, à chaque instant, nous naviguons entre ces deux voies. C'est pourquoi cette rivalité continue. Elle ne s'achève pas. Elle nous accompagne et nous révèle. Et maintenant, dans ta vie, ta carrière, tes relations, qui guide tes décisions? Socrate ou Machiavel? Dis-le nous dans les commentaires. C'est là que la vraie discussion commence.